Burkina Faso, les juges d'instruction en charge du dossier des crimes commis lors de l'insurrection populaire veulent écouter Isaac Zida. Ils envisagent se rendre au Canada où il s'est réfugié depuis la fin de la transition. En Tunisie, la deuxième audience du procès de l'attentat au musée de Bardo s'est ouverte mardi en présence d'avocats français. L'attentat avait fait 22 morts, dont 21 touristes occidentaux. En Centrafrique, de violents affrontements ont opposé des groupes armés ces derniers jours. Les combats ont eu lieu dans le nord du pays, plus précisément dans la région de Batangafo. C'était là le sommaire du journal. Bonsoir et bienvenue. Au Burkina Faso, la crainte d'une grave erreur des autorités françaises subsiste après la libération de François Compaoré, arrêté en France. Il a été arrêté dimanche à Paris en vertu d'un mandat d'arrêt international délivré par le Burkina Faso pour l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Les images. Arrêté dimanche à sa descente d'avion, François Compaoré était présenté ce lundi 30 octobre devant le parquet de Paris. Le Burkina Faso avait émis un mandat d'arrêt international à son encontre. Et la justice française a décidé de le laisser en liberté le temps qu'elle décide ou non de son extradition. À son arrivée à Roissy, on lui notifie un mandat d'arrêt international, avec donc des conséquences terribles en matière de liberté publique. On demande qu'il soit mis en prison. Eh bien aujourd'hui, la justice dit non. Donc le Burkina Faso, la justice burkinabé a été mise en échec par la justice française aujourd'hui. Le frère de l'ancien président burkinabé est mis en cause dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. C'était en 1998. Le parquet doit désormais statuer sur son éventuelle extradition vers Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, comme le réclame le nouveau pouvoir burkinabé. François Compaoré aura besoin d'une autorisation spéciale pour pouvoir quitter le territoire pendant l'examen de la procédure d'extradition. Pour son avocat, tout ceci est en lien avec son frère. Au Burkina, on sait que Blaise Compaoré ne pourra pas être jugé. Pourquoi ? Parce que le Burkina ne peut pas articuler judiciairement un procès contre lui. Alors, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Si ce n'est Blaise, eh bien, poursuivons François. C'est un détournement judiciaire à des fins politiques. La justice burkinabé s'interroge sur le rôle de François Compaoré dans l'assassinat en 1998 du journaliste Norbert Zongo et de 3 compagnons de voyage. Ils avaient été retrouvés morts, carbonisés dans leur véhicule. C'est dommage vraiment qu'il réparte que maintenant, qu'il sait que, parce qu'avant il pensait qu'il était intouchable, maintenant qu'il sait qu'il est touchable, qu'il prenne des précautions qu'on n'arrive plus du tout à l'avoir. C'est ça qui peut être dommage. Parce que moi, je crains ça. Je crains que maintenant, et là, ça peut être une erreur grave des autorités françaises. Voilà, les preuves de terrain sont déjà disponibles. C'est les preuves de justice maintenant. C'est-à-dire qu'il faut faire un procès pour démontrer et remonter jusqu'à François Compaoré, c'est ça qui manque. François Compaoré est poursuivi pour incitation à assassinat selon un avocat de la famille Zongo. Il faut préciser que les autorités burkinabées ont demandé l'extradition de François Compaoré, mis en cause dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Et on reste toujours au Burkina Faso, où les juges d'instruction en charge du dossier des crimes commis lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et des événements du 1er au 2 novembre 2014 veulent entendre l'ex-ministre Isaac Zida. Ils envisagent donc de se rendre au Canada, où l'ancien premier ministre s'est réfugié depuis la fin de la transition. Dossier des crimes commis lors de l'insurrection populaire de 2014 et des événements du 1er et 2 novembre au Burkina Faso. La justice burkinabé veut entendre l'ancien chef de corps du régiment de sécurité présidentielle, réfugié au Canada depuis la fin de la transition. Et dans ce cadre, les juges d'instruction en charge de l'affaire envisagent d'aller au Canada. Selon la procureure du tribunal de grande instance de Ouagadougou, Isaac Zida était le commandant des troupes postées pour le maintien de l'ordre les 30 et 31 octobre 2014. D'où la demande de son audition auprès des autorités canadiennes.
17 personnes, majoritairement membres de l'ancienne garde présidentielle, ont déjà été inculpées dans le même dossier. La plupart des inculpations étaient faites sur la base d'un rapport d'une commission d'enquête indépendante. Pour mémoire, l'insurrection qui a provoqué la chute du pouvoir de l'ex-président Blaise Compaoré au Burkina Faso a fait 30 morts et 600 personnes blessées. En Tunisie, cette fois, la deuxième audience du procès de l'attentat du musée de Bardo s'est ouverte mardi matin à Tunis en présence d'avocats français. Pour rappel, l'attentat qui s'est produit en 2015 avait fait 22 morts, dont 21 touristes occidentaux. Voici les précisions à travers ce reportage. C'est la deuxième audience du procès de l'attentat du musée de Bardo. Elle s'est ouverte dans la matinée de mardi à Tunis. 18 accusés étaient présents au tribunal. 26 personnes, dont 22 sont en détention et 4 autres toujours en liberté sont poursuivies dans cette affaire. Un certain nombre de personnes aujourd'hui n'ont pas été arrêtées et donc on va juger une partie des accusés. Après, on sait que les 2 auteurs principaux sont décédés, on sait qu'un 3e est en fuite. Pour le reste, eh bien, c'est au procès à nous dire qui a fait quoi. Ce qu'on demande à la justice tunisienne, qui, à mon sens, est tout à fait prête à le comprendre et à l'entendre, c'est d'intégrer les victimes à leur place dans ce procès. Et leur place, c'est la place du devant. Hein. Ce sont ces gens-là qui sont tombés sous les balles des kalachnikovs des agresseurs. Ce sont ces gens-là qui ont été pris en otage, qui ont eu la terreur de leur vie et qui ne se sont pas remis aujourd'hui de ce qui leur est arrivé. Les accusés sont jugés en vertu de la loi antiterroriste adoptée à l'été 2015, année au cours de laquelle ils ont commis leurs crimes. Ils sont donc passibles de la peine capitale, une sentence qui fait l'objet d'un moratoire depuis 1991 en Tunisie. Pour la petite histoire, le 18 mars 2015, 2 assaillants avaient ouvert le feu au musée de Bardo, tuant 21 touristes, dont 4 Français et un policier tunisien. 6 autres Français avaient été blessés dans cette attaque revendiquée par le groupe État islamique. Le président du Parlement européen était en visite en Tunisie depuis ce lundi. À l'occasion, Antonio Tajani s'est exprimé devant le Parlement tunisien où il a appelé à un plan Marshall pour l'Afrique et annoncé en même temps son intention de mobiliser 40 milliards d'euros dans le prochain budget européen pour la période 2020-2026. On l'écoute. Il faut faire des investissements, mais il faut avoir une stratégie politique pour l'Afrique. Il faut regarder à ces pays avec les lunettes africaines, pas avec les lunettes européennes. Et je le dis, la croissance de l'Afrique ne sera pas liée aux investissements, aux affaires chinoises. C'est autre chose. Les Chinois sont ici pour faire du business. Nous sommes ici pour faire des accords politiques, parce que la stabilité et la croissance de l'Afrique, c'est aussi la stabilité et la croissance de l'Europe. L'Europe doit choisir la voie d'un vrai plan Marshall pour l'Afrique, c'est-à-dire faire des investissements, je pense à 40 milliards d'euros, au moins avec un effet levier de 400 milliards d'euros pour le développement de l'Afrique. Parce qu'il faut comprendre pourquoi il y a 2 milliers et dans l'avenir des millions de personnes qui pourraient quitter leur pays et venir chez vous et après chez nous. Il faut renforcer les contrôles soit du côté tunisien, soit du côté européen, pour empêcher que ces terroristes essayent de continuer leur travail. Donc, un contrôle très fort au port tunisien quand ils partent, et un contrôle très dur au port européen quand ils arrivent. C'est la seule façon de nous battre ensemble. En Centrafrique, de violents affrontements ont opposé des groupes armés ces derniers jours. Les combats ont eu lieu dans le nord du pays, plus précisément dans la région de Batakanfo. Reportage Génial Afouda.
Regain de violence entre groupes armés dans la région de Batangafo, au nord de la République centrafricaine. Les affrontements ont déjà fait au moins 2 morts et 10 blessés. Ces derniers ont été admis dans des centres de santé gérés par Médecins sans frontières. De sources onusiennes, les affrontements ont opposé des combattants anti-Balaka, des milices d'autodéfense et le mouvement patriotique pour la Centrafrique, l'une des factions de l'ancienne rébellion Séléka. Début septembre, Batangafo a connu une nouvelle éruption de violence après le meurtre d'un travailleur humanitaire. Ces violences ont fait 6 morts et privé 28 000 personnes d'aide humanitaire. 2 mois plus tôt, toujours dans la même région, de violents combats entre individus non identifiés ont fait 24 morts et provoqué un exode massif des populations. Au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a remporté l'élection présidentielle du 26 octobre avec un score soviétique de 98,26% des voix. À l'issue de cette élection, boycottée par l'opposition, le pays est plus que jamais divisé. Les regards sont désormais tournés vers cette opposition qui doit dévoiler sa stratégie, soit donner un modèle de grève ou en même temps contester la victoire écrasante du président sortant. Reportage. À l'annonce de la victoire de Uhuru Kenyatta, quelques incidents ont éclaté dans les fiefs de l'opposition, dans les bidonvilles de la capitale Nairobi ou dans l'ouest du pays. Cette réélection qui fait craindre de nouvelles violences dans les bastions de l'opposition soulève également dans les médias locaux la question de la légitimité du président élu. L'opposition a été confortée dans son choix de boycotter l'élection par le faible taux de participation, soit 38,8% des inscrits. Mais pour le président Kenyatta, cette victoire est une nouvelle confirmation de la volonté du peuple. On the 8th of August, 15 million Kenyans came out to vote. Le 8 août, 15 millions de Kenyans sont venus voter. Parmi eux, 8,4 millions ont voté pour moi. Le 26 octobre dernier, 90% de ces mêmes électeurs sont encore une fois venus appuyer ma candidature. Ce n'est rien de plus qu'une nouvelle confirmation de leur volonté générale. The revalidation of their general will. The narrative so far locally and internationally, therefore, that voter turnout. Le discours local et international selon lequel la participation électorale était faible est inexact. Ce n'est rien d'autre qu'une histoire de commodité politique et une tirade de statistiques conjoncturelles que certains d'entre nous ont continué d'exercer. Les regards sont désormais tournés vers l'opposition qui n'a pas l'intention de reconnaître sa défaite. Le chef de l'opposition devait se prononcer ce mardi sur sa stratégie pour contester la victoire écrasante du président sortant, Uhuru Kenyatta. Raila Odinga pourrait porter le fer sur plusieurs fronts. Il avait déjà annoncé la semaine dernière le lancement d'une campagne de désobéissance civile pour forcer l'organisation d'une nouvelle élection dans les 90 jours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur Sika.